Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avec ou sans accent. En fait, c'est un épisode spécial cette semaine parce que c'est la première fois dans l'histoire de mon balado que je vous offre trois épisodes en fait en un mois. Donc, je vous présente un épisode spécial dans le cadre en fait de la Semaine nationale de l'orientation. C'est un épisode qui a été réalisé en collaboration avec Orientation, qui est une plateforme québécoise de référence sur l'orientation, la formation et l'insertion professionnelle. Chaque semaine, on découvre sur Orientation des articles, des entretiens et des ressources pour mieux comprendre les parcours, les transitions et les réalités du monde du travail d'aujourd'hui. Mon invité, Emmanuel Camby, y collabore. Arrivé au Québec pour étudier comme infirmier, vous allez voir qu'il a vécu lui-même les défis de l'orientation, de la réorientation et du retour aux études. Aujourd'hui, il est conseiller d'orientation très actif sur les réseaux sociaux et il axe surtout sa pratique sur l'accompagnement des personnes issues de l'immigration. Ensemble, on a discuté des connaissances de soi, des chocs culturels, d'adaptation au code du marché du travail au Québec et de ce que ça signifie vraiment s'orienter lorsqu'on refait sa vie ailleurs dans un nouveau pays. Donc, bienvenue à ce nouvel épisode avec ou sans accent. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Bonjour Emmanuel, bienvenue à Avec ou sans accent. Bonjour Tania, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à vous. Vous êtes là conseiller d'orientation, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais vous êtes aussi vous-même un nouvel arrivant qui a refait vraiment un parcours complet professionnel ici au Québec. Hein? Puis j'aimerais ça commencer par là, en fait. T'sais, comment ça s'est déroulé votre propre parcours d'intégration au Québec, personnellement, professionnellement, puis identitairement? Oui, c'est une très très bonne question et merci déjà vraiment pour l'invitation. Je réitère cela parce que je sais que pour moi c'est un privilège de partager mon parcours, mais aussi de partager tout ce qui est en rapport avec l'orientation, qui est une passion pour moi. Euh, Moi, je suis originaire de la RDC et République démocratique du Congo, donc on est vraiment au cœur de l'Afrique. Jusque-là, on menait notre vie très bien, jusqu'à ce qu'on assassine un président qui était à l'époque. Et là, la vie de notre famille a véritablement basculé. Et c'est dans ces contextes que mon père va quitter le pays pour venir s'installer ici au Canada. Et quelques temps après, il va nous amener aussi ici. J'avais 21 ans quand je suis arrivé. Donc, c'était en 2008. Donc, je pose mes valises précisément à Victoriaville, petite ville. Centre du Québec. Voilà, exact. Et je connais pratiquement personne. On peut compter quelques personnes issues de l'immigration dans la ville à l'époque, en tout cas. Et donc c'est ça. Moi, je m'inscris rapidement au cégep de Victoriaville en soins infirmiers parce qu'on me dit c'est là il y a beaucoup d'argent, beaucoup de stabilité aussi. Ah ah! Voilà. Donc ça a été C'était pas compliqué. peut-être les bons indicateurs de choix de profession. Ah, c'est pas vraiment en tout cas parce que dès la première session, les choses ont commencé à s'écorcer. C'était assez difficile. Donc j'ai eu à traverser des moments très très compliqués, que ce soit en classe, mais aussi là où je faisais mon stage. Quand je dis choses difficiles, c'est par exemple en classe, je me rappelle encore, je faisais pratiquement tout seul, hein, tous les travaux, et il y a personne qui voulait s'associer à moi. Je trouvais ça Hmm. particulièrement euh, dérangeant. Mais Ben, aussi à bien sûr. l'hôpital. À l'hôpital, quand je faisais mon stage, j'ai eu plusieurs patients qui me disaient, ah, je veux pas que tu me touches. J'ai dit, bah, mais pourquoi vous ne voulez pas que je vous touche? Mais parce que vous êtes noir. Moi, c'est à force d'entendre ces mots-là que j'ai décidé de quitter à la fois la profession, en fait, quitter sous infirmier, mais aussi la ville. Bon, bref, donc mon intégration a été quand même compliquée parce que aussitôt arrivé, aussitôt j'ai commencé les études,
Et là, jusqu'à là, je connaissais pas orientation, je savais même pas ça signifiait quoi orientation. Mais c'est justement après être parti du cégep et quitté aussi sur un infirmier que j'ai commencé à me poser des vraies questions. Est-ce que le choix que j'ai fait, je l'ai fait parce qu'il y a des membres de ma famille qui m'ont dit c'est payant, Mhm. ou bien je l'ai fait parce que moi, je suis convaincu que c'est le choix de carrière qui me convient. Comme la pression parentale, hein. Puis je pense qu'on le voit beaucoup chez les jeunes issus de l'immigration. Ils semblent avoir une pression, en fait, à faire certaines professions ou à faire beaucoup d'argent parce qu'on sent aussi, tu sais, moi, j'ai des jeunes qui m'ont dit, mes parents veulent que je fasse ça, ou mes parents me disent toujours qu'ils ont immigré pour moi, pour améliorer ma vie. Tu sais, donc, je pense qu'il y a une pression à réussir certaines carrières, surtout dans le domaine de la santé, hein. Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est que la plupart des parents euh, font ce que j'appelle de l'orientation par procuration. C'est-à-dire OK. que et ils vont dire, voilà, moi j'aurais aimé être médecin au pays, au Congo par exemple. Comme je n'ai pas été médecin, toi je t'ai amené C'est toi qui ici, vas le devenir. toi tu vas le devenir. Comme les Et par sportifs, là. Moi, je suis toi, pas devenu joueur de hockey, mais mon fils va voilà, le devenir. par toi je vais me réaliser. Ouais. Euh, et surtout, il faut dire, hein, c'était une génération sacrifiée. Hein. Ils ont tout perdu, enfin, ils ont tout abandonné pour effectivement nous amener ici. Donc, pour les jeunes, c'est très difficile de dire non parce que on a une certaine rédévabilité vis-à-vis de nos parents. Mhm. Et comme il y a aussi les dimensions interculturelles qui rentrent en Tout ligne à de fait. compte, c'est-à-dire on ne dit pas non à un parent. Lorsqu'un parent te dit un choix, te donne un choix, c'est que c'est le bon choix pour toi. Ouais. Lui, il est à peu près, enfin, il a une expérience de la vie. Donc, par conséquent, il connaît beaucoup plus de choses que toi. Alors, ça, c'est un peu Mhm. la conception. Donc, c'est pour cela que les jeunes issus de l'immigration ont du mal à dire non. Et en tout cas, tant qu'ils sont sous le toit parental, c'est assez compliqué de dire non. Donc, ils vont faire les choix que leurs parents vont leur imposer. Mais les parents ne vont pas comprendre l'importance de laisser les enfants faire leurs propres choix. Tout à fait. Parce qu'ils Ouais. n'ont pas appris ça, en fait. On ne Ou peut parce donner que ce qu'on a. ils ont pas eu le luxe, en fait, d'apprendre à se connaître ou de faire des choix. Tu sais, parce qu'au Québec, on est dans une culture, en fait, où on peut vraiment faire un choix de carrière un peu n'importe lequel, en fait. Là. Tu sais, on peut être artiste, on peut être muséologue, on peut être chirurgien, mais on peut aussi être youtubeur, si on veut. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses, en fait. Puis même, je pense qu'il y a peut-être une dimension aussi, oui, culturelle, mais aussi générationnelle qui peut aussi entrer en ligne de Moi, je compte. pense que c'est la chose la plus difficile chez les personnes immigrantes. C'est-à-dire, c'est connaître soi-même. Mhm. Moi, ça a été une révélation. Une fois que je suis allé voir un conseil d'orientation, après mes devoirs au niveau des soins infirmiers, parce qu'après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? On m'a dit, mais va voir un conseil d'orientation. Je me suis dit, mais conseil d'orientation, pourquoi? Moi, je suis déjà arrivé ici à Sherbrooke. J'arrive à me repérer quand même dans la ville. J'ai sauté tous les autobus. Il va m'orienter où? Vous pensiez à l'orientation dans l'espace, Oui, l'orientation spatiale. exactement. Parce que le terme conseil d'orientation n'est pas très présent au Congo, par exemple. Donc, par conséquent, on n'a pas les réflexes de dire je vais aller voir un conseil d'orientation parce qu'on n'en voit pas la plus-value. Du moins, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Jusqu'à ce qu'on rencontre justement la personne professionnelle Ouais. en question et qu'on se dise oh, j'aurais dû venir depuis longtemps. Oui, c'est Voilà. ça. Moi, si vous allez voir les messieurs, même si j'ai oublié son prénom, mais je me rappellerai toujours de lui. Il était, il travaille à la commission scolaire. Il m'a dit non, non, il faut aller les voir. Lui, il aide beaucoup de personnes immigrantes. Il pourra vraiment être d'une grande utilité. Donc, je vais aller le voir. Je lui pose juste une question. J'ai dit, bon, je vois des diplômes partout, code de déontologie affiché. Je lui pose la question de savoir qu'est-ce que vous faites dans votre journée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites dans votre journée? Là, il me dit, moi, mon rôle, c'est d'accueillir les gens, d'écouter leurs besoins, d'évaluer leurs besoins en orientation, en recherche d'emploi, en changement de carrière, et ensuite de leur doter des outils qui vont leur permettre de faire des choix éclairés, qui correspondent à qui ils sont, pour ensuite choisir une carrière à leur image. Et pour les personnes immigrantes, je les accompagne aussi à découvrir un peu le marché du travail, comprendre les fonctionnements du système éducatif et ensuite les orienter dans des filières qui vont les conseiller à s'orienter plutôt dans des filières qui cadrent avec
leur profil. J'ai dit, OK, ça s'appelle dire comment? Conseil d'orientation. OK, mais ça prend quoi? Un DEP? Oh non, pas du tout. C'est un bac? Non, même pas un bac. Ah bon? Ça prend une maîtrise en orientation. Ouais, J'ai ouais. dit, OK, je suis jeune, je suis encore au cégep, donc je peux faire mes 2 ans au cégep, ensuite faire 5 à l'université, 7 ans total, pour devenir conseiller d'orientation. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je lui ai dit, je pense que j'ai pas besoin que vous puissiez m'accorder des minutes supplémentaires. Si vous permettez, pour moi, c'est fait. Je sais exactement ce que je vais faire. Donc, Tania, je suis sorti du bureau. Je suis parti. Quand j'ai fini mon cégep, je me suis inscrit tout de suite au bac en orientation à l'Université de Sherbrooke. Et dès le premier cours, je savais que j'étais là. Pourquoi? Parce que une dame qui était là, Marie-Ève, hein, c'était la chargée de cours, elle nous a parlé justement de la connaissance de soi. Elle nous a dit, Mhm, mais la connaissance de soi, c'est connaître ses intérêts. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie vraiment? C'est quoi vos valeurs? Quelles sont les choses les plus importantes? C'est quoi vos compétences? Dans quoi vous êtes bon, excellent? Quelles sont vos ambitions? C'est quoi votre passion? C'est des questions que je ne me suis jamais posées. Parce que parler de soi en tant que personne immigrante, c'est faire preuve des, pas de fierté, mais beaucoup plus d'arrogance. Et mhm, donc, comme on ne veut pas être arrogant, on nous ouais. incite à ne pas parler de nous-mêmes. C'est pour cela que même en entrevue, la question de parle-moi de vous, c'est la question la plus difficile à laquelle un immigrant puisse répondre parce qu'il ne sait pas comment se mettre en valeur. Parce que se mettre en valeur, c'est déjà très mal vu dans sa société. Mhm. Et donc, moi, c'est comme ça que ça s'est On est passé plus humble, rapidement. là. On est moins modeste. On est plus modeste, en fait. On est plus modeste et si on parle de soi-même, c'est comme si on veut prendre la place de la personne qui est en face de nous. Et c'est très Oui. mal vu. Donc, il faut pas parler de soi, il faut parler de nous. Donc, on est dans une société collectiviste où les nous priment sur les j'ai. Et donc, si j'ai dit, moi, j'ai fait, en entrevue en Afrique, c'est très mal vu. Mais si tu Mhm. dis, nous avons fait, nous avons réalisé, mon équipe et moi, on a fait ceci. Ah là, ça Ça, passe. c'est correct. Ouais. Mais arrivé au Québec, c'est un changement de paradigme. On ne peut pas dire les nous. On dit, tu dois dire les jeux. Et les jeux, c'est compliqué quand tu n'as pas appris ça. Donc Ou quand moi, tu le connais pas, parce que le jeu, quand quand tu tu n'as connais pas, jamais pris le temps de te connaître ou de faire des tests ou de, tu sais, de faire tout ce qu'on fait, nous, au Québec, en fait, quand on est né ici un peu naturellement, au secondaire, par exemple, tu sais, où il va y avoir des ateliers donnés par des CO en milieu scolaire, tout ça. Mais, tu sais, je comprends que dans plusieurs pays du monde, en fait, on ne fait pas cette démarche-là. Fait que c'est dur, en fait, d'arriver, puis non seulement de répondre à la question, mais de se connaître seulement. déjà se connaître, c'est assez difficile parce que les tests psychométriques, je n'en connaissais pas. Je Zéro. n'avais jamais entendu parler. Mais ici, non, 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 j'ai passé un test avec, bon, souvent on nous appelle des orienteurs, même si on n'est pas orienteur, on est des conseillers d'orientation. Notre rôle n'est pas d'orienter, mais des conseillers à s'orienter dans les filières qui conviennent. Donc moi, je connaissais pas ça. Et ensuite, l'orientation, c'est tout un processus. Hein. Donc on se Mhm. connaît d'abord, ensuite on s'est dit, ok, maintenant que je me connais, vers quoi à peu près j'aspire? Ok, j'aspire à faire ceci. Ensuite, on rentre dans l'exploration scolaire. On explore un peu les programmes. On explore ensuite sur les terrains au niveau des emplois. On va valider le programme. On va cristalliser ses choix. Ensuite, on va faire un choix définitif. C'est Ouais. tout un process. Mais ça, je connaissais pas du tout. Donc, c'est pour cela que pour beaucoup de personnes immigrantes, quand ils vont arriver, le besoin le plus criant, c'est il faut que je trouve un emploi. Ou Ouais. il faut Ouais. que j'y retourne aux études. Mais retourner aux études dans un système que tu ne connais pas, Ça implique beaucoup de choses, là. souvent, souvent les gens vont se tromper. En tout cas, dans les 3 premières années, un des besoins les plus fondamentaux, c'est les besoins d'orientation scolaire. Parce que si on fait un mauvais choix dès le départ, les conséquences vont être assez longues, vont nous Mhm. poursuivre en tout cas dans les temps. Et beaucoup de gens que je rencontre, moi, ils me disent, moi, je suis venu parce que je voulais être sociologue. Donc, si vous allez m'inscrire en sociologie, quand j'ai fini mon bac, je me suis rendu compte que les possibilités d'emploi étaient beaucoup plus limitées. Ouais. Donc, il fallait que je me réoriente. Et c'est là que on m'a dit, je peux contacter un conseil d'orientation. Mais après, au début, je voyais pas la plus-value. Pourquoi je dois avoir un conseil d'orientation? Je suis quand même assez mature Je pour sais ce qui pouvoir, m'intéresse, je tu sais ce qui sais, ouais. m'intéresse. Ouais. Mais pour nous, c'est pas juste question de maturité ou pas. On va au-delà de ça. On fait une analyse approfondie vraiment
des vous en tant que personne, des conditions dans lesquelles vous évoluez, des ressources qui peuvent être mises à votre disposition. Et ensuite, on Qu'on connaît s'assure pas, tu sais, les vraiment, ressources, quand on arrive dans un nouveau pays, on les connaît pas, les ressources non plus. C'est pas de et la c'est faute ça, des gens, on les non. connaît pas, tu sais. Et ces ressources, souvent, on pense qu'ils sont inaccessibles. Elles sont Mhm. inaccessibles. Elles sont réservées à Tania et compagnie. Ben non. Et pourtant, c'est pas le cas. Et donc, c'est vraiment, moi, ça a été vraiment un choc au début. C'est pour cela que, après m'être inscrit en soins infirmiers, j'ai fait une session, j'ai changé. Je suis allé en administration des affaires. J'ai fait une session, j'ai changé. Parce que finalement, je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop les maths, donc j'ai changé. Ah, C'est après, je suis allé faire études internationales. J'ai fini au cégep. Là, je suis allé voir un conseil d'orientation parce que je me suis dit, je ne vais pas encore tourner en rond à l'université. Il faut que je puisse aller au niveau de voir un conseil d'orientation pour faire un bon choix à l'université. Et ça, mhm. ça confirme. Il y a une recherche qui a été faite par 3 profs de l'université de Sherbrooke euh, et qui dans leurs résultats, il ressort que 3 quarts des étudiants du cégep en première année ne savent pas quoi faire à l'université ou quoi faire dans la vie. 3 quarts. C'est quand même C'est fou, hein? énorme. C'est énorme. C'est Voilà. énorme. Et moi, j'étais Trois parmi quarts. les 3 quarts. Oui, c'est ça. Puis tu sais, justement, tu sais, on sent que votre vécu a vraiment contribué au choix que vous avez fait après, tu sais, ou la rencontre marquante que vous avez eue avec un CO. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est vous qui accompagnez, en fait, d'autres personnes qui vivent à leur tour toutes ces transitions-là que vous avez vécues là, dans le choix, dans le parcours, dans les mauvais choix, les bons choix. Tu sais, quand on... Tu sais, je trouve que des transitions aussi, des transitions qui sont super importantes. Puis quand on parle d'orientation pour les nouveaux arrivants, en quoi tu sais, c'est quoi la différence entre un client qui vient vous voir, qui est issu de l'immigration, puis quelqu'un qui serait pas issu de l'immigration, par exemple? Bon, C'est la parce que différence, si on oui. parle des gens qui ne connaissent pas, qui savent pas quoi faire au cégep, ça inclut tout le monde, là, qu'on soit nouvel arrivant ou pas, tu sais. Mais qu'est-ce qui est vraiment distinct dans le service qu'on va donner aux nouveaux arrivants? Puis qu'est-ce qu'on doit faire de différent, en fait? Ben, ce qui est différent, déjà, c'est de comprendre les concepts des soi comme les personnes immigrantes le comprennent. Mhm. C'est-à-dire, les rapports au soi est très différent lorsqu'on est une personne immigrante que lorsqu'on est un Québécois ou une Québécoise. Ici, on met en avant l'individu. On lui dit, voilà, tu es capable, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi, c'est dans quoi tu es compétent? Écoute, tu es les champs libres, hein, tu peux choisir ce que tu veux. On donne vraiment la liberté, on permet à la personne, on lui donne aussi la chance hein, d'explorer tout ça. Lorsqu'on est comme personne immigrante, les concepts de soi est un concept qui est beaucoup plus défini sous les rapports du collectivisme. C'est-à-dire, tout ce qui doit être fait, ce n'est pas un rapport avec l'individu, mais un rapport avec la collectivité, les Ouais. regroupements, bref, les collectifs. Donc, ça signifie que dès lors que moi j'ai rencontré un étudiant qui est issu de l'immigration, la première rencontre, souvent, quand je vais lui poser la question, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, de ce que tu aimes faire, de ce que tu es capable de faire, la personne bloque, ne sait pas quoi dire. Parce que c'est la première fois qu'on lui demande de parler de lui-même. Il a Mhm. toujours parlé de la famille, de ceci, du clan, mais jamais de lui-même. Donc déjà les rapports de soi, c'est difficile. Euh, Ensuite, l'autre différence qui est quand même marquante, c'est qu'ici, on a des ressources pour pouvoir aller valider les choix. C'est-à-dire, on peut dire, OK, c'est ça, c'est à quoi tu penses, parfait. Il y a Academos qui existe. Va Mhm. t'inscrire là-dessus. Tu vas trouver des mentors. Ah, il y a Orientation qui est là. Tu peux lire des articles sur l'orientation, l'emploi et d'autres choses. Ah, il y a l'ordre des conseils d'orientation. Ils ont même un espace pour les parents où tu peux aller t'informer. Tu peux même demander à ton papa de pouvoir t'accompagner là-dedans. Bref, tu as toutes les ressources. Mais quand on vient d'arriver comme une personne immigrante, on n'est pas au courant des ressources. On ne sait même pas si les ressources existent. Et si ça C'est ça. existe, où est-ce que je vais les trouver? Qui va m'aider à les trouver? C'est difficile. Et ensuite, il y a, dans les processus d'orientation, il faut valider les choix
en contact avec des personnes qui ont fait ça. Par exemple, ok, je vais dire, Tania, elle s'y connaît dans tout ce qui est français, francisation. Elle a fait des études, elle a des ressources, elle connaît des gens. Elle accompagne aussi des entreprises à mettre en place des process. Ok, donc elle a une expertise. Donc je vais aller voir Tania parce que je sais qu'elle va m'aider là-dessus. Mhm. Mais pour un Québécois, c'est facile hein, d'aller voir Tania. Il va lui crier bonjour Tania. Mais pour une personne immigrante, demander de l'aide, non, Ouais. mais c'est tabou. On ne demande pas de l'aide, on se rabaisse, c'est On difficile. s'organise tout seul, là. On On est s'organise tout seul. Écoute, autonome, si tu indépendant. demandes de l'aide, c'est que tu déranges en fait. Et pour ne pas déranger Tania, je me prive de lui demander, de lui poser une question. Et conséquence, ben Ben oui. évidemment, je vais faire des choix qui ne seront pas peut-être à la hauteur de mes ambitions. Et ça détermine la suite des choses. Parce qu'après, si je fais ce que moi je pense être le bon choix, ben je continue dans mon chemin. Je vais faire un deck, je vais faire un bac, et puis je vais continuer. Mais ici, on a le droit de dire non. Si tu sens que Ben oui. tu n'es pas dans le bon chemin, tu peux changer, hein. Tu n'es pas Ouais. obligé de faire un bac de 3 ans. Non, non, non. À la première saison, tu peux changer. Pour les personnes immigrantes, changer signifie déshonorer ses Échouer un parents. peu. Des Ça oui. signifie échouer. Ça signifie ne pas avoir cru à ce que papa m'a recommandé comme programme, ce que maman m'a recommandé, ce que mon cousin, qui est déjà ici depuis plusieurs années, m'a dit, c'est ça le bon programme qui cartonne actuellement. Donc, va faire ces programmes-là. Puis dans Mais le fond, tu sais, les gens te connaissent pas, ils sont pas toi, ils savent pas comment, dans quoi tu vas être heureux ou dans quoi tu vas te réaliser, tu sais. c'est ça. Et comme toi, tu ne veux pas te poser ces questions-là, en fait, tu ne sais pas s'il faut se poser ces questions de comment je vais me réaliser, tu fais des choix en fonction des autres. Alors, moi, maintenant, je leur dis, non, 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 vous devez faire des choix en fonction de vous. Parfois, ils me disent en consultation, oui, mais monsieur Emmanuel, est-ce que vous permettez que je puisse d'abord parler à mon père, que je puisse parler à ma mère? Les femmes me disent, est-ce que vous permettez que je puisse parler d'abord à mon mari avant de décider? Bon, j'ai respecté ça. Voyez-vous, c'est culturel, j'ai Mhm. respecté ça. Mais je reviens en l'air en disant, mais les choix, au final, ils doivent être faits en fonction de vous et non Ah pas en oui, oui. fonction de l'autre. C'est vous qui Mais allez je, faire le parcours après. voilà. Mais je peux comprendre en même temps parce que c'est pour cela que, par ailleurs, je me suis spécialisé auprès des étudiants internationaux. Quand c'est papa qui paye, Tania, il paye 15 000 dollars par session, 30 000 Ouais, c'est dollars ça. par C'est pas année, le même coût, hein. 90 000 dollars sur On a moins 3 de ans. marge d'erreur si on veut changer 2, 3 fois de programme, hein. Tu ne peux pas dire non à papa. Qui va financer tes études? Donc, tu es obligé de faire ce programme jusqu'au bout. Donc, c'est là que, probablement, vous me poserez la question, c'est là que nous, on intervient à la fois au niveau des enfants, mais aussi au niveau des parents. Pour dire aux parents, les réalités sont différentes au Canada comparativement à ce que nous, on a connu. Mhm. Et donc, oui, vous pouvez intervenir, mais jusqu'à un certain point. Et donc, laissez un peu la latitude à vos enfants et décider. Les parents hélicoptères qui sont au-dessus de nous, partout où on va, ils sont là. Oui, c'est bien. Mais est-ce que vous allez aider véritablement votre enfant à faire des choix éclairés? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas toujours le cas, hein. Le choix n'est pas éclairé quand il est éclairé par une autre lumière, hein. Il faut que ce soit notre C'est bien propre dit. lumière, tu sais. Puis, je pense que, tu sais, on a aussi tout ce qui est, tu sais, vous parlez de choc culturel, en fait, parce que le travail, en fait, est un endroit, le travail ou les études est un endroit forcément de choc culturel, hein, parce qu'on se rend compte que non seulement les études sont pas pareilles, mais le milieu du travail n'est pas pareil, l'entrée sur le marché du travail est différente, tu sais. Cette semaine, j'enseignais à mes étudiants comment faire un CV au Québec, c'est parce que dans la majorité des pays de mes étudiants internationaux aussi à qui j'enseigne, ben, il faut mettre une photo, il faut mettre son état civil. Dans certains cas, on m'a dit qu'il fallait mettre sa taille, son poids, sa grandeur, tu sais, qui est ton père, qui est ta mère, tu sais, on m'a montré un CV coréen, tu sais, avec toutes les infos, puis j'étais comme, mais voyons, c'est pas un CV, c'est un dossier de police, tu sais, ou, ben, tu sais, c'est vrai, même dans les outils pour entrer, tu sais, que ce soit dans les études, sur le marché du travail, euh, c'est comme si on se rendait compte que, tu sais, le monde est pas si petit, hein. Il y a tellement de choses qui sont différentes. Puis je pense que ça aussi, ça fait partie des chocs culturels. Tu sais, juste, tu sais, savoir qu'on peut choisir, savoir comment entrer sur le marché, savoir qu'est-ce qu'on aime, savoir on a le droit de changer d'idée, de changer de compagnie, changer, tu sais, on n'a plus des carrières non plus où on reste 20 ans à la même place. Tu sais, c'est plus ça. Surtout quand on est un nouvel arrivant, puis que, tu sais, on se rend compte
après qu'il y a des possibilités qu'on n'avait peut-être pas vues. Tu sais, tout est différent. Non, le travail, c'est l'élément, un des éléments les plus importants pour une personne immigrante, Mhm. parce que tant que un nouvel arrivant n'a pas encore trouvé un emploi, pour lui, l'intégration n'a pas d'essence. Ben non, puis tu C'est sais, il y a personne vraiment qui émigre pour s'en venir au chômage, là. Tu sais, les gens émigrent pour bonifier leurs conditions de vie, puis ça passe par l'identification d'un bon tout à emploi. fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens aussi, hein, il faut dire la grande majorité qui migrent, par exemple au Québec, ce sont des travailleurs qualifiés. C'est-à-dire des Ouais. gens qui avaient un bon statut au pays, ils ont des diplômes, ils arrivent ici, finalement, leurs diplômes, oui, ils sont Ils sont peut-être pas toujours reconnus. reconnus par Waste Canada, donc un des organismes qui fait l'évaluation des diplômes Ouais. sur le plan canadien. Mais une fois arrivés sur place ici, ben, les employeurs leur disent, oui, mais moi, je connais pas ça. Vous, je reconnais pas ça non plus. C'est peut-être un peu Et moins vrai qu'avant, par contre, là. Tu sais, je pense qu'il y a 10 ans, oui, c'était il y a des vrai. améliorations qu'il faut effectivement souligner. Néanmoins, au Québec, par exemple, j'ai pas mal quand même des clients que j'accompagne actuellement. Tant que vous n'avez pas l'évaluation comparative Du MIFI, par des études exemple. faites hors Québec, effectivement, du MIFI, ben, il y a des employeurs qui ne vous donnent pas forcément votre chance. Mhm. Donc, vous pouvez attendre quand même longtemps avant qu'ils disent, OK, quand vous aurez ces documents, vous allez pouvoir l'apporter. Moi, j'appelle ça des obstacles organisationnels, parce que l'organisation a aussi le pouvoir de dire, oui, je comprends pour tel poste, mais peut-être qu'on peut regarder un autre poste, hein, qui est peut-être sous-qualifié pour le moment, mais en attendant que vous puissiez revenir. Mais bref, ce sont des choses qu'on peut faire, mais peu d'entreprises les font. Euh, alors, revenons un peu au CV, parce que c'est très intéressant. C'est une question qu'on me pose souvent, hein. Mais les CV, pourquoi il y a trop d'infos personnelles? Ben, en fait, c'est simple. Il faut comprendre vraiment une différence majeure au niveau des CV. Les CV au Québec, c'est un outil de marketing. Donc, c'est-à-dire, j'ai un CV pour pouvoir aller chercher un emploi, convaincre un employeur, Mhm. mettre en valeur mon parcours. Tandis que pour les personnes immigrantes, les CV, c'est une pièce d'identité. C'est comme ça qu'on s'identifie. C'est-à-dire les CV ici, au lieu de présenter au Québec, au lieu de présenter une pièce d'identité ici, c'est la carte, comme un permis de conduire. Mais au pays, les CV peuvent remplacer carrément les permis de conduire. C'est toujours important le permis de conduire. Mais les CV, il est vraiment vu comme une sorte de pièce d'identité. Donc c'est pour Mhm. cela qu'on va mettre la photo, parce que dans une pièce d'identité, ben, il y a photo. On va mettre l'âge, on va mettre les sexes, les statuts, si on est marié, divorcé, ainsi de suite. On va mettre parfois les infos de papa, de maman. On va mettre toute des lignes kilométriques, des références, Mais tu sais, parce que c'est c'est très discriminatoire. rempli. Tu sais, on le fait pas au Québec parce que c'est de la discrimination, là, en fait, de me dire que si ta photo est super belle, belle fille, célibataire, avec grande, blonde, tu sais, peu importe, tu sais, je veux dire, on tombe dans les stéréotypes puis les facteurs de discrimination tu sais, c'est pour ça C'est qu'on ça. l'utilise pas ici, tu sais. Voilà. C'est maintenant effectivement cette conception qu'ont les personnes immigrantes, comme CV comme étant pièce d'identité, et ici CV comme étant outil de marketing. Mais Mhm. comme quand on vient d'arriver, on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la différence en fait. Et là, après, on est surpris, hein. Moi, je me rappelle, hein, mon premier boulot, hein, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver le boulot parce que j'avais le même CV, photo, sexe et autres. J'ai dit, mais comment expliquer? Partout, c'est écrit, nous embauchons, nous embauchons. J'envoie mon CV, j'y dépose, mais il n'y a pas de retour, pas même d'accusé des réceptions. Je dis, mais c'est pas possible. Comment on peut écrire partout qu'on embauche et que quand je dépose mon CV, il n'est pas pris en compte? Ben, c'est parce que les CV ne passent pas les tests, C'est ça. n'est pas, lorsque les employeurs reçoivent ça, ils se disent, ouf, ça, Qu'est-ce la que personne ne c'est? comprend pas. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et on va l'écarter. Et donc, c'est pour ça que les travail est à la fois du côté des employeurs, mais aussi des côtés des personnes immigrantes, des nouveaux Mhm. arrivants en l'occurrence, pour qu'on puisse leur expliquer comment ça marche ici vraiment. Parce que souvent, c'est pas la mauvaise volontaire, c'est juste qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. C'est comme si je prenais Tania ici et je dépose Tania à Kinshasa, une ville de 24 millions de gens. Tania ne connaît personne à Kinshasa. Déjà, on a nos propres, on a un accent. Peut-être au début, on ne veut pas le comprendre. Mais même si je parle en français, mais j'ai quand même un accent propre à moi. Oui, tout à fait. Et j'imagine les 3 premiers mois que Tania va faire à Kinshasa, sans réseau, sans Je personne, sais pas. rien. Je vais pleurer.
C'est Non, la même d'ailleurs, je trouve chose que c'est un maintenant. geste tellement cool. Tu sais, moi, je veux dire, Mm, je suis une mauviette, là. Je n'immigrerai pas dans un pays que je connais pas. Je veux dire, tu sais, j'ai un grand respect pour les gens qui se déracinent, tu sais, puis qui, évidemment, tu sais, il y a plein de raisons qui expliquent souvent le bien sûr. déracinement, mais euh, moi, si tu me lances seule à Kinshasa pour 3 mois, d'après moi, je suis morte. Je reviens pas après 3 mois. Tu vois, souvent j'évoque ce genre d'exemple quand je donne des formations et les gens me disent, ah, je n'avais jamais vu une chose comme ça. J'ai dit, mais c'est ça qui nous rend empathiques, en fait. Parce que quand Mhm, vous imaginez, si je vais ailleurs, je vais avoir à faire face à beaucoup de challenges. Quand je vais évidemment. arriver, je comprends pas trop l'accent, donc je vais commencer déjà à comprendre. Ouais, je sais qu'ils parlent français, mais qu'est-ce qu'ils disent? Moi, par exemple, quand je suis arrivé au Québec, les 3 premiers semaines, les 3 premières semaines en classe, je comprenais absolument rien. Je sais que les profs parlaient français, mais au début, je pensais qu'ils parlaient anglais. Je pensais que les Français québécois, c'était anglais. Je disais, mais ils parlent tellement anglais que je n'arrive pas à comprendre. Et jusqu'à ce que je comprenne, c'était pas l'anglais qu'il parlait. Ben non. Il avait juste l'accent québécois. Mais je vais tout apprendre. Tout apprendre. Pas des réseaux. Il faut qu'on reconstruise les réseaux. Et Dieu seul sait comment, quand on vient d'arriver, on vit les chocs culturels, on passe par Ben oui. toutes sortes d'étapes. Euh, et donc, ça prend vraiment beaucoup de résilience, beaucoup de force de caractère pour faire face à des défis, à des challenges au début. Et c'est là que les genres d'exercices que vous faites, Tania, ces genres d'entrevues, ça permet de vraiment dédramatiser les choses, donner la bonne Mhm. information et apporter vraiment des ressources à ceux qui en ont besoin pour pouvoir ensuite les utiliser. Au moins, ça peut réduire la durée de la phase d'intégration. Oui, c'est ça, tu sais, parce que ben, la phase d'intégration, tu sais, elle peut être, tu sais, il n'y a pas de temps magique non plus, hein, tu sais, des gens pour qui ça va être plus facile, donc ça va être plus complexe, tu sais. Puis ça fait partie, je pense, des savoirs qu'on doit avoir. Tu sais, on a besoin de savoirs culturels, tu sais, pas juste nécessairement de, tu sais, comme on parle du CV, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être, tu sais, À l'entrevue, comment faire une entrevue, comment être admis à un programme universitaire. Tu sais, des fois, les gens ont juste pas les connaissances des contenus parce que, tu sais, justement, on n'a pas le réseau nécessaire pour nous mhm. expliquer ou on n'a pas peut-être de maîtrise adéquate de la langue pour comprendre. Tu sais, on peut avoir plein d'outils qui expliquent qu'on connaît pas, mais tu sais, parler du CV, l'entrevue, tu sais, le Mais choix de carrière, l'entrevue, si ça si vous aussi, permettez, là. Tania, l'entrevue, euh, moi, j'ai un employeur qui un jour, je travaillais dans un organisme communautaire comme conseiller en emploi et j'ai réussi à trouver une entrevue pour une jeune et ensuite, je rappelle l'employeur, je dis, oui, comment ça a été? Il me dit, non, ben, je peux pas embaucher les jeunes que tu m'as amenés. Ah bon, comment ça? Ben, je vois qu'il n'est pas du tout intéressé. Ok, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Mhm. Ben, durant l'entrevue, il ne me regardait pas dans les yeux. Je lui posais des questions, il ne faisait que répondre par oui, oui et oui. Euh, et j'ai trouvé aussi euh, qu'il n'était pas trop enthousiaste, il était un peu timide, réservé. Bon, moi je pense que il n'est pas fait pour cet emploi. Bon, je demande aux jeunes comment ça a été. Ah, c'était bien, vraiment à toutes les questions que le monsieur posait, et j'ai répondu. Puis lui il disait parfait, parfait, excellent, parfait, très bien, parfait. Donc pour moi, écoute, moi j'attends juste qu'on m'appelle pour aller travailler. Hmm. Ok, Toute la alors, perception, en fait, de comment ça se passe aussi, là, tu sais. donc, j'ai dû intervenir d'abord au niveau du jeune pour lui dire, en fait, si un Québécois, une Québécois dit parfait, ça signifie pas que c'est excellent, en fait. Ouais, c'est Ça, ça. ça, ça peut être parfait, mais c'est juste, c'est comme, Ça veut dire parfait, un- on clôt la question, on passe à la suivante. Tu sais, ça veut pas dire ta réponse était parfaite, ça veut dire non, parfait, ça peut merci. signifier tout simplement, ah, c'est très bien, d'accord. Enfin, ça peut signifier vraiment d'accord. Parfait, très bien, c'est peut-être l'équivalent de d'accord. Les jeunes, Mhm. il était déboussolé. Bon, moi, je pensais que c'était, chaque réponse que je donnais était parfaite. Ah oui, c'est ça, Non, pauvre pas coco. vraiment. Et ensuite, j'ai dit à l'employeur, en fait, ne pas vous regarder dans les yeux n'est pas forcément les signes de manque d'intérêt. C'est plutôt un signe de respect Culturel. que la personne Mhm. a vis-à-vis de vous, culturellement par là. Donc, Je bref, j'ai dû dire comprends. à ces jeunes que non, c'était pas comme ça. Donc, j'ai dû lui expliquer que c'est important de les regarder dans les yeux. C'est important de parler au jeu, de dire Mhm. ce que vous pouvez accomplir pour l'employeur. Il a déjà votre CV. Il a déjà votre parcours. Mais ce Ouais, qu'il manque, c'est le pourquoi.
Pourquoi vous avez fait tel choix? Pourquoi vous avez intégré telle entreprise? Pourquoi vous avez fait ceci? C'est les pourquoi qui lui manquent. Vous, votre rôle, Oui, c'est de lui expliquer les pourquoi. Parce que les CV, c'est les quoi. L'entrevue, c'est les pourquoi. Tu vas lui expliquer c'est ça. pourquoi tu as fait ces choix-là. Puis tu sais, c'est drôle parce que ça me démontre quand même cet exemple-là que tu sais, c'est pas parce qu'on parle français. Tu sais, on peut arriver, souvent on va dire les gens qui arrivent au Québec qui parlent déjà français, tu sais, ça va super bien. L'intégration se passe mieux parce qu'il n'y a pas l'obstacle linguistique, mais il y a des obstacles culturels comme ceux-là, ou même si on parle la même langue, on se comprend pas toujours, tu sais. Puis c'est drôle parce que moi, je suis enseignante en francisation, puis au niveau 1, dès le départ, c'est une chose qu'on enseigne tout de suite, tu sais, se regarder dans les yeux, se serrer la main, tu sais, avoir une distance physique adéquate, par exemple. Tu sais, mais quand on les connaît pas, ces codes-là, même si on parle français, on comprend pas. On ne comprend pas. Il faut traduire, il faut comprendre les langages de l'employeur et ensuite essayer vraiment d'y répondre. Or, c'est difficile pour ce qui arrive. Et puis après, hein, vient le moment de la fameuse question de parle-moi de vous. Ben, Mhm. il y a un monsieur à qui on avait demandé ça. Il a commencé à raconter depuis qu'il est né au village. Il a remonté après 6 minutes, l'employeur lui Oh dit, non, excuse-moi, je pense que c'est pas, c'est pas ce que mais j'ai demandé. c'est pas ça. Je voudrais savoir sur le plan académique, qu'est-ce que vous avez fait? Sur le plan professionnel, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça. Quelles compétences avez-vous développées? Et qu'est-ce qu'on dit de vous? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi vos qualités? C'est ça, c'est dont j'ai besoin de savoir. Mais pour un employeur québécois, il prend pour acquis que parle-moi de vous. Lui, il comprend ce Comment que ça s'appelle ta signifie. mère? As-tu un chien? Quel est ton Voilà. sport préféré? Mais l'autre personne en face, la personne immigrante qui vient d'arriver, parle-moi de vous. Déjà, c'est difficile pour lui parce qu'il faut qu'il parle de lui. Elle se demande, mais qu'est-ce qu'il veut que je lui dise, en fait? Que je lui raconte tout mon parcours, toute mon histoire, de quoi il veut. Mais comme euh, c'est pour beaucoup de personnes immigrantes, ils ne peuvent pas poser la question directement parce que poser la question, c'est un peu étaler son ignorance et on ne Mhm. veut pas déranger non plus l'autre Ben non. et on ne veut pas paraître un peu ignorant. Donc, au lieu de poser la question pour demander des explications, on préfère plutôt faire semblant comme si on a compris. Mais évidemment, l'employeur va voir qu'on n'a rien compris par la réponse kilométrique que l'on va donner. Voilà. Fait qu'on a compris le français, mais on n'a pas compris. Tu sais, c'est pas juste dans les langues qu'on se comprend, hein? C'est dans les codes culturels, justement, qui Voilà. sont très différents. Il a Tu sais, puis je compris pense la que langue française, mais il n'a pas compris le langage de l'employeur. c'est ça Ouais, dont on a besoin, en fait, si on veut entrer sur le marché en du effet. travail. Tu sais, puis en fait, tu sais, je me dis tout le temps, tu sais, il y a plein de choses, on parle d'entrevues, mais tu sais, il y a plein de codes culturels aussi Ah oui. qu'on connaît pas nécessairement, comme, tu sais, par exemple, l'importance de la ponctualité au Québec. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai une étudiante qui m'avait dit, ah, je suis arrivée 10 minutes en retard à l'entrevue pour être polie, puis finalement, on m'a dit que j'avais pas d'entrevue parce que j'avais pas été à l'heure. Tu sais, des fois, c'est juste des connaissances comme ça, tu sais, au niveau de la hiérarchie, par exemple, tu sais, des gens qui disent, ah, tu sais, une fois qu'ils ont un emploi, tu sais, le patron m'a Mm. parlé, il m'a demandé de le tutoyer, tu sais. Puis c'est des gens qui parlent français qui disent, ben voyons, je vais pas tutoyer mon patron après 2 semaines entrée dans l'entrevue. Non, parce que tutoyer, on ne peut pas. Tutoyer, même nos parents, on les vous voit. Mhm. Voyez-vous? On va jouer les vous voyez. Bonjour papa, vous allez bien? Euh, mais ici, on va dire, moi, c'était un choc quand je suis arrivé voir un ami. Il appelle son père. Hey Robert, est-ce que tu viens avec nous? Bon, je me suis dit, bon, peut-être Robert, c'est son petit frère, là. Mais quand je vois que Robert, c'est son père, non, mais j'ai été choqué. Mais c'est normal parce que j'ai pas appris ça comme ça. Oui, Bon, oui, c'est ça. jusqu'aujourd'hui, je peux pas appeler mon père Daniel. Hein. Je dois quand même l'appeler papa Daniel, voyez-vous. Mais ça, c'est culturel, voyez-vous. Et ça ne signifie pas que forcément ma façon de faire est bonne par rapport aux autres. Non, ça signifie juste que chaque culture a sa façon de fonctionner. Il faut la connaître, la respecter. Mais quand même, pour les personnes immigrantes, souvent, c'est assez compliqué. Même chose pour quand on parle des codes culturels, tout ça, les retards. Mais ça, c'est dû à une différence culturelle assez importante. Les temps pour beaucoup de personnes immigrantes est élastique Mhm. et on met l'accent sur des relations et moins sur les tâches à exécuter. Tandis que on arrive ici au Québec, les temps est fixe. Quand par exemple, moi je me rappelle, mon premier boulot, j'ai eu des problèmes. On m'a dit que, on nous a dit que la pause, c'était une pause de 15 minutes. Bon, donc 10h30, non, 10h à 10h15. Moi, je suis parti avec tous mes collègues. Je me suis dit, bah,
je vais prendre mes 15 minutes. Donc, quand 15 minutes se terminent, là, je rentre maintenant au boulot. Donc, quand j'ai arrivé au boulot, c'est pas à 10h15 que vous arrivez à 10h20. On m'a dit, Mhm. mais attendez, tu es arrivé en retard. J'ai dit non, j'ai pris 15 minutes. Il dit non, mais tu as 15 minutes là. À 10h15, tu es déjà assis dans ta chaise. Oui, c'est C'est-à-dire que ça. là, en réalité, c'est 12 minutes si tu veux. Maintenant, 15 là, tu es déjà assis dans la chaise. Il dit non, mais vous m'avez dit 15 minutes. Vous voyez, même la notion, c'est différent. Ici, le temps est fixe. Le temps est, on a une tâche, on fait la tâche jusqu'au bout. Oui, Pour tout à plusieurs fait. personnes immigrantes, ils sont multitâches. Donc, il va faire une telle tâche, il ne termine pas, il commence une autre, il ne termine pas, il commence une autre. Après, il va dire, il faut que je revienne à la première. C'est des différences souvent culturelles comme ça qui vont causer même des problèmes au niveau du milieu du travail. On va dire, ouais, mais je comprends pas, il lui donne ceci. Euh, mais la ponctualité, moi, j'ai dit aux personnes immigrantes, ah là là, tu as beau avoir un CV rempli, des A+, partout, des diplômes C'est ça. PhD, si tu arrives avec même une minute de retard, oui, tu risques de rater l'entrevue. Ouais, tu sais, ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, c'est des petites choses, tu sais, pour certaines personnes, puis des choses tellement importantes pour, selon la culture d'où on vient, tu sais. Puis j'ai envie d'élargir un petit peu la perspective, puis je me demande, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement pour que les parcours d'intégration reliés à l'orientation professionnelle ou à l'orientation professionnelle ou encore à l'orientation sur le marché du travail soient plus fluides. Tu sais, comment on peut mieux relier l'orientation, francisation, insertion professionnelle pour les nouveaux arrivants? Qu'est-ce que les employeurs peuvent faire, les écoles peuvent faire, les organismes peuvent faire pour mieux collaborer? Tu sais, je trouve qu'il manque comme de maillage dans le système, en fait, pour qu'on fasse en sorte que ça se passe mieux, tu sais. Mhm. Bah, tout à l'heure, tu as dit un mot important, un verbe important, collaborer. Moi, je pense qu'avant d'arriver à collaborer, il y a deux étapes à franchir. La première, c'est l'étape de l'information. Ouais. Il faut vraiment donner tous les outils nécessaires et informer de la bonne manière sur les bons canaux de communication pour Ouais. atteindre les bonnes personnes au bon endroit. Parce que généralement, je vous donne un exemple, hein, pour même les entrevues, enfin les emplois, l'affichage des postes. Il y a des entreprises qui me disent, ah, je cherche des gens partout. On dit qu'il y a des personnes immigrantes qui cherchent d'emploi. Moi, je n'arrive pas à en trouver. Je comprends pas. J'étais l'employeur. Où est-ce que vous avez affiché vos postes? Ah, c'est vrai que j'ai affiché sur Indeed, puis j'ai affiché sur LinkedIn, j'ai affiché sur tel canal des coms. Oui, mais est-ce que vous avez affiché dans l'organisme communautaire qui accueille les personnes immigrantes? Non. D'accord. Est-ce que vous avez collaboré avec telle association culturelle qui existe? Non. Mhm. Mais en fait, Faut comment aller voulez-vous que ces gens chercher les gens aient où ils sont. accès, voilà, comment voulez-vous qu'ils aient accès à la bonne info si déjà vous ne réussissez pas à les rejoindre au bon endroit? Où ils sont. Ouais. Bref, donc pour moi, c'est vraiment l'information est capitale. La bonne information délivrée par la bonne personne accréditée Mhm. vraiment permet aux gens de prendre des décisions éclairées. Pour moi, des structures comme l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec devraient être valorisées davantage. Ouais. Devraient être vraiment, je crois que chaque personne immigrante qui arrive au Canada et qui souhaite soit changer de carrière, soit trouver un programme, on devrait lui parler qu'il existe un ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Et que c'est là où vous allez trouver des gens qui peuvent vous offrir des services. Il y a aussi ils ont des espaces numériques où les gens peuvent aller lire, apprendre davantage. Pourquoi? Parce que j'ai compris honnêtement que si on est bien orienté dès le départ, On Tania, perd beaucoup moins de temps. on va perdre moins de temps, on va rapidement s'intégrer, on va trouver ce qui cadre avec qui nous sommes et on va être épanoui dans la vie. Mais les contraires, les vrais. Si on arrive, on n'a pas la bonne info, c'est compliqué. Donc, bref, pour moi, étape numéro un, une fois qu'on a cartographié un peu les besoins, on les connaît, hein, les recherches, les rapports, les recherches écrits sur les personnes immigrantes, ça abonde. Ça, après l'info, il faut passer à l'étape maintenant de la sensibilisation. Et ça, c'est tout le monde qui a une part des responsabilités. Mhm. Chacun à son niveau, à petite ou à grande échelle, chacun d'entre nous doit se dire, OK, je connais les enjeux, je connais les besoins. Comment je peux sensibiliser davantage mon milieu à s'ouvrir, à communiquer davantage, à donner accès à des infos? Cette sensibilisation, c'est pas un travail d'une semaine, d'un mois. C'est un travail continu. Après, si on arrive effectivement à l'étape où on doit collaborer, on doit collaborer. On doit se dire tout seul, on ne peut pas y arriver. Faut qu'on constitue un réseau des gens avec qui qui partagent la même vision,
avec qui on va pouvoir communiquer. Et cette collaboration peut s'étendre sur plusieurs plans et Tout avoir à fait. beaucoup plus d'impact. Mais ce que je remarque souvent, c'est qu'on se limite beaucoup plus à chacun va informer. On va informer, oui, mais il y a d'autres étapes à franchir pour arriver à avoir un maximum d'impact pour notamment les gens qui arrivent. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, je sors un peu de notre entretien en me disant que, tu sais, bon, tu sais, c'est humain, c'est éclairant. Puis, je repars aussi avec l'idée que l'orientation, c'est pas juste une affaire d'emploi ou d'études, c'est vraiment une boussole pour trouver sa place, en fait, dans une nouvelle société. Hein. Donc, vraiment, merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir été avec ou sans accent aujourd'hui. Et on remercie aussi Orientation qui permet de faire cet épisode-là pour la semaine de l'orientation québécoise, donc au mois de novembre. Donc, où est-ce qu'on peut suivre votre travail ou en apprendre davantage sur ce que vous faites? Parce que moi, je vous suis, je sais où vous trouvez, mais pour les gens qui sont intéressés, en fait, par tout ce que vous Oui. faites, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, je dirige le cabinet Étudie, donc www.etudie.ca, qui vraiment est spécialisé dans tout ce qui est orientation scolaire, de personnes immigrantes en général, mais aussi de tout le monde aussi. Hein. Il y a aussi Carrière Tremplin, que je dirige aussi, qui est spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui désirent trouver un emploi via LinkedIn. Je me spécialise vraiment sur LinkedIn. Donc, vous voulez trouver un emploi sur LinkedIn, c'est Tout à fait, Emmanuel. carrièretremplin.com. Et ça me fera plaisir, non, carrièretremplin.ca plutôt. Ça me fera plaisir de pouvoir effectivement vous accompagner. Vous avez dit, hein, Tania, orientation, c'est vous voulez savoir qui vous êtes, vous connaître vraiment, pensez à l'orientation. Vous voulez changer de carrière, pensez à l'orientation. Vous voulez faire un choix éclairé d'un programme d'études, pensez à l'orientation. Vous voulez vous réaliser dans votre emploi, pensez à l'orientation. Vous voulez tout simplement démarrer quelque chose parce que vous pensez que vous avez d'autres habilités, et pensez à l'orientation. Bref, l'orientation, c'est tout au long et tout au large de la vie. Depuis, je pense, depuis la naissance, probablement jusqu'à la mort, il y a orientation quelque part. Il y a l'orientation. Donc, on remercie encore Emmanuel et merci aussi à Orientation pour l'épisode d'aujourd'hui et bonne semaine nationale de l'orientation. Merci. À bientôt. À bientôt.